Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership conscient. Et de conscience, aujourd'hui, on va pas mal en parler. Je suis à Céline D'Artagnan. Salut. Salut. Que je connais depuis un petit moment. On est en train de faire les calculs, mais ça fait quasiment 15 ans. Ouais. Et je t'ai connu dans le milieu de la pub, du coup, je crois. Et je t'ai retrouvé à la conférence USI pour parler d'animisme. Donc, il y a eu un petit chemin entre les deux. Il y a eu un petit, ouais. Il y a une déviation. C'est ça, il y a une petite déviation. Et je me souviens qu'on avait eu une conversation il y a un petit moment, quand j'avais fait un épisode sur les chamans corporate. C'était sans doute un peu trop tôt, d'ailleurs, cet épisode. Mais bon. Toi, tu es chamane. Comment on peut être chamane française avec une chemise blanche? Ouais. Corporate. Chaman corporate, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, je suis chamane parce que j'étais en Mongolie, c'était pas prévu dans le plan. Le chamanisme étant originaire de cette zone du monde. Et là-bas, c'est les esprits qui décident si on est chaman ou pas. Et tu as raison, effectivement, quand je suis rentrée en France avec ce truc qui m'était tombé sur le coin de la figure, on se dit comment je fais pour continuer à faire perdurer une tradition dans un pays tel que la France, aussi occidental, aussi capitaliste et laïque. Comment j'arrive à mixer le tout? Puis moi, à l'époque, je travaillais chez TF1, donc je suis très corporate aussi. Donc ouais, ça a été un long chemin. Ça s'est pas fait comme ça, ouais. C'est quoi le... Enfin, donc, ça veut dire quoi, les esprits? Parce qu'il y a un film qui relate la vie de... Comment elle s'appelle déjà? De Corinne Sobrin. Voilà, de Corinne Sobrin, qui explique ça bien, parce qu'elle y va, pareil, bon, elle est en rupture amoureuse, etc. Et non, d'ailleurs, elle a perdu son compagnon. Elle a perdu son mari, ouais, ou son... et donc, elle est triste comme la pierre, et donc, elle va là-bas juste pour enregistrer des sons, et puis au final... Elle devient chamane, donc voilà. La particularité, c'est qu'on a la même professeure. Donc, on a une professeure qui est Enke Touya, qui est une dame qui a 65-66 ans, qui lead son clan, qui est un clan donc d'une tribu qui s'appelle les Tsatan, on les appelle les Tuva, donc ils sont des éleveurs de rennes nomades dans le nord de la Mongolie. Et donc, on est vraiment dans le berceau de la naissance du chamanisme. Voilà. Donc, Et toi, qu'est-ce que tu es allé faire en Mongolie? Enfin, pourquoi tu es allé là-bas? C'est long comme histoire, mais je me suis retrouvée un peu par la force des choses. Il m'était arrivé tellement une série de choses pendant des années qu'à un moment donné, je ne pouvais pas éviter mon destin. Et la suite de l'histoire se trouvait en Mongolie et je devais rencontrer un jeune homme que j'avais vu en vision, que j'ai retrouvé dans la vraie vie. Alors déjà, rien que ça. Moi qui avait fait du big data, etc., je trouvais ça un peu... bizarre, mais j'ai voulu, un peu comme Saint Thomas, voir que ça existait vraiment. Donc je suis allée là-bas pour me dire, je vais discuter avec ce jeune homme, en me disant, il va me prendre forcément pour une dingue. Et en fait, pas du tout. C'est en allant là-bas qu'il s'est passé qu'on m'a demandé de faire une cérémonie de la route blanche, qui est une cérémonie pour protéger son chemin avant d'aller voir ce jeune homme, parce qu'il habitait loin d'Oulan-Bator. Et pendant cette cérémonie, les esprits ont déclaré « Ma fille, t'es chamane ». Et moi, en bonne occidentale, je dis pas de problème. En rentrant, je vais à la Fnac, je vais aller au rayon développement personnel, et puis je vais lire ce qu'il y a sur le sujet, puis voilà. Et le professeur que j'avais au début, qui était quelqu'un qui venait de la tribu des Dalrat, qui est du même coin que les Tsatan, m'a dit ça se passe pas du tout comme ça. C'est l'oralité, je dois t'accompagner et tu vas devoir venir me voir très régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des allers-retours. C'est quoi ta vision aujourd'hui du développement personnel, justement? C'est personnel. C'est une vision à soi. Donc, lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'ai été j'ai pris des pincettes parce que c'est la vision de ce que j'ai vécu de manière personnelle. Mais c'est en aucun cas ce qu'on peut appliquer à tous. Donc, je lis peu de bouquins en dev personnel. Par contre, je dévore toutes les thèses en anthropologie des religions, en histoire des religions. Ça, c'est le truc que j'aime bien. On va parler d'animisme. C'est un mot que les gens ne connaissent pas en général. Non. Ça veut dire quoi, l'animisme? L'animisme, il vient du mot latin anima animus et il veut dire le souffle de vie, et qu'on va retrouver dans d'autres spiritualités ou d'autres religions. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, l'animisme, moi je le décris toujours avec 3 mots-clés qui sont qu'en toute chose, il y a une âme, que ce soit des animaux, des arbres, des rivières, des montagnes, et que toutes ces choses qui ont une âme sont
interconnectées et qu'elles portent en elles le sacré, parce que personne n'est l'isoloir du sacré, on porte tous un bout de ce sacré, donc il y a une forme d'égalité que j'aime bien dans cette posture animiste. Alors moi je décris de manière où c'est une définition hyper flat, on va dire, très simple, mais vraiment le père de l'animisme ici en France, c'est Philippe de Scola, qui a très bien défini 3 anthologies, l'animisme, le naturalisme et le totémisme. Tu peux nous expliquer la différence entre les 3 ? Ah non, je ne suis pas Philippe de Scola. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, l'animisme est une ouverture un peu à tout. Le totémisme, on va le retrouver avec les totems. Et le naturalisme, par contre, je ne vais pas pouvoir te le décrire sur la différence avec les 2 autres. Ouais. C'est un peu plus spécifique. Ouais. Je comprends. Comment... tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que cet attrait vers l'animisme, c'était aussi une réponse aux problématiques écologiques finalement, mais à la décroissance. En quoi c'est quoi le lien entre les deux ? J'ai mis du temps à connecter les dots, mais ça me paraissait tellement évident au début, mais j'arrivais pas à l'expliquer. Et puis c'est effectivement en lisant beaucoup que je me suis dit que c'était une des clés des enjeux. Alors je peux pas dire de demain parce que j'ai envie de dire qu'il faut agir aujourd'hui, donc des enjeux d'aujourd'hui. Et c'est en lisant effectivement, on en parlait tout à l'heure, les limites de la croissance, avec ce couple Mido, et puis il y en avait un 3e aussi qui était dans l'équipe qui a écrit ce bouquin, et donc qui mettent des données dans tous les sens, et puis qui font jouer les données en disant si on a un enfant ou si on a un salaire universel, et si, et si, et si. Et à la fin, il me semble que c'est elle qui ouvre en disant ça se trouve que c'est un autre paramètre, pas du tout quanti, mais plutôt quali. Ça se trouve que c'est l'amour absolu, ça se trouve que... Et moi, je me suis dit, ça se trouve que ce qui va manquer, c'est peut-être un 4e pilier du développement durable, c'est un pilier, alors, effectivement, spirituel, et dans ce pilier spirituel, ça va être l'animisme. Et en continuant d'essayer de tirer le fil, l'animisme, on est 400 millions dans le monde, plutôt l'hémisphère sud, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, mais bon, avec effectivement les Native American, les First Nations, et tu vas avoir aussi toute l'Asie et le Japon, très animiste, tout ce qui est Shinto. Et il y a eu ce déséquilibre de loi de Pareto qui est sorti et que tout le monde reprend, mais qui est assez flagrant, qui est le 5-80, 5% des peuples autochtones, donc qui sont animistes en grande partie, sauvegardent 80% de la biodiversité. Je me dis, mais attends, si ces 5 protègent les 80, c'est que forcément ils ont un truc. Il faudrait qu'on ait, nous, pour qu'on fasse grossir les rangs. C'est pas possible de rester que 5. Et en étudiant effectivement qu'est-ce qu'ils avaient de plus, c'est cette vision qu'ils ont du monde et c'est cette façon d'être qu'ils ont au monde. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'animisme, effectivement. Et cette façon d'être au monde fait que on a une interactivité avec son environnement qui est complètement égalitaire, fraternelle, et qui fait qu'on voit le monde tellement différemment que on peut plus se dire que, par exemple, la Terre est un asset capitalistique infini. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, mais ça va après dans le même sens que, par exemple, Timothée Parry qui parle de la décroissance et puis la sobriété et de toutes ces notions. Tu peux nous expliquer justement, enfin, j'imagine que toi, que ce soit en Mongolie, mais aussi ailleurs, tu as beaucoup côtoyé ces peuples. Alors, Mongolie, oui. Oui, je te laisse finir ta question. Et en fait, non, j'allais dire, c'est quoi leur vision du monde? Comment ils regardent les choses? Enfin, je veux dire, de manière... Est-ce qu'il y a pas des eureka moments, tu vois, un peu, où tu te dis, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Par exemple, je t'en donne un, avec les Indiens Kogi, j'ai reçu pas un Indien Kogi, mais un géographe spécialisé sur les Indiens Kogi qui les aide énormément, et donc il raconte cette histoire où il les fait voyager en Europe pour leur montrer des endroits, etc. Et puis à un moment donné, il passe dans un tunnel en voiture, et ils sont effarés parce qu'ils comprennent pas. Il faut qu'on creuse la montagne. Ouais, ça va pas bien la tête. Et donc, le géographe répond, bah oui, mais c'est juste parce que ça nous permet d'aller plus vite. Et donc leur réponse à eux, c'est, ok, mais pour aller plus vite, où? Enfin, jusqu'où exactement vous voulez aller plus vite? Tu vois, et ils comprenaient pas la logique de faire un tunnel. Ça leur semblait complètement fou. Et tu vois, c'est une sorte de eureka moment où tu te dis, waouh, ouais, c'est vrai. C'est quoi cette histoire? Ouais, alors. L'animisme, ça va être une notion que va bien comprendre ceux qui sont sur le continent africain.
En revanche, quand on parle d'animisme en Mongolie, ils vont pas comprendre cette notion. En revanche, ils vont te dire que le chamanisme, c'est leur religion. Donc c'est encore plus fort, je trouve que c'est une religion. La religion, c'est en latin religere, ce qui relie. Ça veut dire que tu as un rite qui précède un culte, ça veut dire que tu rassembles des gens à un moment donné dans le calendrier, enfin c'est codifié, etc. C'est vrai qu'il y a des eureka moments. Je me rappelle avec mon premier prof, Frank Souk, qui lui me dit qu'à un moment donné, il s'est complètement opposé à une industrie minière australienne parce qu'elle voulait venir forer le sol mongol. On sait que le sol mongol est richissime en minerais rares, etc. Et il a interdit ça. Et il y a une forme d'activisme, mais en même temps, c'est aussi une forme d'animisme parce que lorsqu'on fait des cérémonies en Mongolie, on doit remettre toutes les mottes de terre à l'endroit. On ne dérange pas les éléments. On fait comme si on n'était pas passé. Donc alors forer carrément la terre, c'est inimaginable. Ouais, je comprends. Donc tu travailles avec des corporates aujourd'hui? Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais comment les gens arrivent à te prendre au sérieux? Encore une fois, tu vois, t'appelles Céline, t'es blanche, t'as ta chemise blanche, et là tu viens de dire je suis chaman, et là genre what? Et par ailleurs, ensuite il y a qu'est-ce que c'est chaman? Tu vois, d'un coup ça sonne un peu néo. New Age ou néo-chamanisme. Néo-New Age, quoi. Enfin, et donc, ça me semble un petit peu tordu, son truc. Comment les gens te abordent? J'imagine qu'il y a plein de réactions différentes. Et qu'est-ce que tu leur racontes? Alors, globalement, les réactions sont positives. Après, c'est vrai qu'il va y avoir une petite portion de scepticisme. Et que j'accepte totalement, parce que j'accepte aussi la confrontation, le dialogue, ça fait avancer les choses. Comment on arrive à être crédible? La première des choses, je pense que le fait que j'ai eu un parcours corporate, et que j'explique que j'ai eu un parcours corporate, que je sors pas de l'ex de Jupiter. Enfin, quelque part, ça doit rassurer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que lorsque j'explique effectivement le chamanisme ou l'animisme, je pense que je l'explique effectivement d'une manière où c'est rassurant, parce que ce que je te disais, c'est que j'adore effectivement l'anthropologie des religions. C'est vraiment mes livres de chevet. Alors, c'est très spécial d'avoir des livres de chevet en anthropologie des religions, mais voilà, c'est un peu le fondement, effectivement, de mes connaissances, qui ne sont pas des connaissances terrain, en tant que chaman, mais des connaissances plus académiques. Il y a le fait aussi que je sois mélangée, j'ai une chemise blanche, et je m'appelle Céline. Mes parents m'ont donné ce prénom pour trouver du travail en France, mais je suis issue, effectivement, de l'immigration. Donc, ma mère est kabyle et touareg, et mon père est arménien. Et puis le fait après que je mélange pas les notions et que je déclare assez vite et fort que je suis anti-New Age, que j'aime pas l'appropriation culturelle, que j'aime pas la biopiraterie, et que je dis que j'aime pas, mais que j'essaie de trouver des solutions pour justement protéger et gonfler ce 5%. De mon point de vue, peut-être que c'est ça. Après, je dis pas qu'il faut que tout le monde croie à l'animisme, etc., mais je me dis, on est à un moment donné, là je regardais, je me dis on avait des agendas à 2030, je suis sûre que ça va glisser à 2050, voire à 2100. On est à un moment donné, même si on sait qu'il y a des solutions, etc., on sait tous que c'est pas suffisant, peut-être que c'est un déclic, un clic de mindset, de spiritualité, et voilà, après c'est peut-être dur à accepter sur un continent européen très occidental, mais on a des peuples autochtones, en Guyane, voilà, dans les dom-toms. Et peut-être qu'on devrait s'enraciner plus avec ces gens-là qui gardent voilà, leur culte, leur rite. On devrait plus s'intéresser à ça. Et on a des traditions, même en métropole? Druidiques, il y a des chamans en Corse aussi. D'accord, ouais, donc il y a des traditions. Il y a des traditions. Tu parlais d'appropriation culturelle. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'effectivement, on reproche beaucoup, en particulier, je pense aux plantes médicinales qui viennent plutôt d'Amérique du Sud, cette appropriation culturelle, c'est-à-dire, il y a beaucoup de discussions sur ces sujets. Sur les plantes entéogènes, psychotropes. C'est ça. Comment toi tu vis avec cette idée d'appropriation culturelle, parce que toi qui pars en Mongolie, qui devient chaman, enfin tu vois, il y a quand même ce...
Il y a plein de choses. Alors, en Mongolie, il n'y a pas de plantes antéogènes ou psychotropes, mais on a quand même, qu'on peut retrouver dans les Upanishads, on a ce truc qui est la manite tumouche, donc ce fameux champignon rouge avec des points blancs, qui est complètement toxique, mais qu'il faut manger aux rennes, et on boit, moi je peux tester, mais on boit la pisse du renne pour être complètement... Voilà. Et dans les Upanishads, on dit « je bois le soma », donc c'est cette boisson des dieux qui est écrasée avec le champignon avec du lait et autre chose, et je me suis soulevée comme un vent furieux. Donc vraiment... Alors comment je le vis ? Je suis passée par plein de phases. Par plein de phases. Au début, je pense que j'étais un peu contrariée qu'on vienne utiliser des plantes qui sont sacrées, parce que si elles sont trop utilisées, on passe de sacré à profane. Ce qui est sacré, c'est un peu sanctuarisé à un moment donné, et puis ça devient mainstream, donc ça devient profane. Et il y a le fait qu'il faut pouvoir travailler avec ces communautés, ces peuples autochtones. J'avais lu, je ne sais plus où, alors je ne pourrais pas dire la source, parce que je lis plein de choses d'un peu partout, mais j'avais lu que effectivement ces populations étaient assises sur des puits carbone ou sur des ressources naturelles et étaient consultées qu'à hauteur de 2% du temps. On les met jamais dans les conversations. Ce qui serait bien, et là je rejoins peut-être ton sujet qui était peut-être très tendance, mais trop tôt, sur Shaman Corporate. Est-ce que le truc, c'est pas de faire venir et interroger ces peuples au sein justement de CODIR et COMEX, ce que fait très bien les Nations Unies, toi c'est en avril ou en mai à New York, où il y a les peuples autochtones et ils débattent de l'appropriation culturelle, de la biopiraterie. L'appropriation culturelle aujourd'hui va toucher l'industrie, par exemple fashion. Ils se font taper, franchement, sur les doigts par des populations qui relèvent des fautes ou des manquements. Donc voilà. Et après, si on tire le fil, ça vient toucher des sujets en droit, ça vient toucher des sujets en politique, ça vient toucher des sujets... Donc c'est hyper intéressant. Et sur les plantes, c'est un vaste sujet, mais sur les plantes, ouais, il y a toujours ce côté, moi je trouve, un peu sacré. Et en même temps, je suis complètement conscient que, par exemple, l'iboga, qui est utilisé au Gabon, qui est une plante antéogène, où il y a 2 rites différents, un pour les hommes, un pour les femmes, qui est secret, que personne connaît. Mais on sait que l'extrait de l'iboga, c'est l'ibogaïne, et en une prise, t'arrêtes toute addiction. Et lorsque je l'avais mis sur un post LinkedIn, j'avais trouvé le chiffre de combien coûtait aux contribuables l'addiction en France, à la Sécu. Je me dis, en fait, à un moment donné, il y a des solutions. Donc, t'es toujours entre deux feux. Mais ça pourrait être fait de concert, et c'est ce que j'explique en conférence. Il faut arrêter d'être et là, c'est très corporate, en top-down, il faut être en bottom-up. Donc, faire vraiment remonter les peuples autochtones qui ont des choses à nous apprendre, des choses à nous dire, et partager les ressources, rétribuer. Et il y a beaucoup de choses, je pense, à faire dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent. En général, ils disent pas que eux, ils ont la bonne réponse. Ils disent juste, consultez-nous. On a aussi une connaissance. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'observe, en tout cas, en général. On a une connaissance, consultez-nous. Et puis, il y a aussi une rétribution pour sauvegarder leur patrimoine, ce qu'on appelle les expressions culturelles. Et du coup, dans les expressions culturelles, tu as 2 branches. Tu vas avoir les savoirs ancestraux. Comment je vais construire, un artisanat. Et puis, tu as ce qu'ils appellent les TCE, les Traditional Cultural Expression, donc les expressions culturelles traditionnelles qui sont dedans les cultes, les danses, les chants. Voilà, c'est vraiment les expressions culturelles au sens large. Voilà. D'après toi, qu'est-ce que l'animisme peut apporter aux entreprises ou aux leaders en Occident ? Alors, je pars du principe que si demain, et je fais un espèce de scénario planning je suis très volontairement positive, donc dans mon abscisse ordonnée, je me dis, ok, demain on devient tous animistes. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça justement, ça pourrait soutenir les enjeux de demain et les 17 ODD des Nations Unies ? Et je me dis, en fait, il faudrait que, si demain on est tous animistes, effectivement, c'est du bottom-up, donc on est en gouvernance partagée. Ce qui se fait beaucoup en Suisse, d'être en gouvernance partagée. Donc je donne le cas de Standing Rock avec les Sioux qui ont, mais c'est aussi mon prof qui milite à Moron pour pas que l'industrie minière australienne vienne forer. Et il y a des cas, ça m'a été remonté par l'AFD. Il y a un gars
des First Nations au Québec ou au Canada, qui a fait des pieds et des mains pour gérer sa forêt, alors qu'il a une scierie. Donc tu vois, c'est pas incompatible. Donc il a une scierie, il fait du bois, il coupe du bois, donc on se dit il fait mal quand même à son prochain. Mais il le fait, il sait gérer sa forêt et il y a tous les cultes et les expressions culturelles qui entourent justement ce projet. Ensuite, je me dis, si effectivement on est en gouvernance partagée et si demain on était tous animistes, peut-être qu'on aurait des architectures hyper vernaculaires, donc qui épousent les formes des environnements. Donc là, je donnais l'exemple à NG Green, qui font des éoliennes et donc du renouvelable et du solaire. Et il y a un exemple qui est vieux de 3000 ans, à Nafishtan en Iran, qui ont des moulins à vent exceptionnels. Et j'ai essayé de relier, effectivement, je pense qu'il y a aussi tout un culte aussi derrière, mais il y a, je pense, un moyen de s'inspirer de ce qui a été fait tout en étant complètement, on va dire, en lien avec la nature d'un point de vue architectural ou technologique. Et puis, il y a des technologies ancestrales qu'il faudrait reprendre. Il y a le cénote, tu sais, c'est les cénotes au Mexique, ces espèces de gros trous, il y a un puits de lumière et puis tu as de l'eau, donc qui étaient des réserves d'eau quand c'était asséché, mais en même temps, il y a des cultes qui se menaient parce que tu es dans le noir et puis tu as ce puits de lumière donc il doit être particulier, il devait se mener des choses. Et donc, c'est ce respect. Et donc, ce que je dis, c'est que oui, on pourrait prendre des savoirs ancestraux et les appliquer, mais c'est comme copier sur son voisin et pas comprendre la finalité des choses. Et ce qui est intéressant dans l'animisme, je disais que c'est tout a une âme, tout est lié, tout est sacré. Dans la sacralité, il y a ce côté, là je tire encore un petit peu le fil, il y a la cosmogonie. Donc dans tous les peuples du monde, et même nous on en a une, en Occident on a une cosmogonie grecque, on a une cosmogonie qui est un récit de la création du monde. Ouais. Et dans le récit de la création du monde, tu as un début, un milieu, une fin. Dans le début, tu as un non-temps. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous ces peuples-là essayent de comprendre d'où viennent les choses, parce qu'ils ont ce récit de création, ils le connaissent, ils le partagent à des moments spécifiques. Par exemple, je ne sais plus dans quelle tribu, mais quand la femme est enceinte, ils commencent à raconter ce récit. Et donc, ils savent pourquoi cette montagne a été créée, pourquoi cette plante a été créée. Et quand on sait d'où viennent les choses, on sait où on va. Et quand on a ce socle commun, ça veut dire qu'on a une vision commune et qu'on peut avancer dans le même sens. C'est peut-être ça qui va nous manquer en Occident ou dans les grandes entreprises, c'est peut-être d'élargir sa vision, qui est toujours une vision très corporate ou liée au BP ou au PNL, mais peut-être d'élargir et d'avoir une vision un peu plus large en englobant les choses. Et je tire encore la ficelle en me disant, OK, et je l'ai fait parce que j'ai monté une petite boîte de compléments alimentaires, et donc je prends des plantes. Et je me suis dit, OK, ça se trouve que dans mon business model Canva, ma ressource, c'est pas une ressource. Ça se trouve que c'est un partenaire. Et si c'est pas un partenaire, ça se trouve que ça va changer mes coûts et ça se trouve que ça change l'histoire de ce que je raconte. Donc c'est peut-être aussi un business model qu'on va revoir. Voilà. Comment tu vois la place du sacré en Occident, enfin en France, là on va parler de la France parce qu'on est français tous les deux, français. Mais la place du sacré en France et la différence aussi entre sacré et religion? Alors, dans le sacré, effectivement, alors j'adore ce bouquin de Mircea Eliade, Le sacré et le profane, que je trouve très animiste comme bouquin. Le sacré, c'est pas l'isoloir de quelque chose, c'est vraiment dans toute chose. Donc quand on se dit que chaque élément en possède une partie du sacré, c'est fini. Ça veut dire que je te fais pas de mal, je fais pas le mal de manière équivalente à un arbre. Et je fais pas de mal de manière équivalente à une rivière, etc., etc. Donc ça rebat les cartes. Et les moustiques. Et les moustiques, ouais, des fois. Ça, c'est difficile de les attraper, de les foutre dehors. Et en revanche, la religion, ouais, c'est ce que je disais, ça va relier, c'est dogmatisé. En France, on a un socle chrétien. Bon, c'est difficile de faire bouger les bases. Et puis, on essaye juste de faire bouger un peu les mentalités et philosophies. Après, on vient pas de là et je ne pense pas que la France sera animiste demain. Voilà. Mais on peut s'inspirer, en tout cas, d'une
philosophie, spiritualité, je sais même pas comment l'appeler, ça ferait pas de mal pour avancer ou pour changer les choses. Mais d'ailleurs, tu parlais de rites et de récits. Force est de constater que les gens ne le savent pas nécessairement, mais les récits grecs, tu faisais référence à ça, ils forment encore notre réalité aujourd'hui, ils forment nos imaginaires. C'est-à-dire que les cheveux longs de Samson pour un homme, c'est vrai qu'on a tendance à se moquer des hommes qui sont chauves, etc. Parce qu'en fait, ça vient de là, la force dans les cheveux. Mais il y a plein de choses. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin qui s'appelle She ou He. Donc, un sur qui explique, c'est en anglais, donc c'est comment comprendre la psychologie féminine, et l'autre c'est comment comprendre la psychologie masculine. Et il y en a un autre qui s'appelle We, donc comment comprendre la psychologie de l'ensemble. Et qui se base uniquement sur les récits grecs, en fait, et sur toutes les... Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est tous nos imaginaires, parce qu'au final, on fonctionne tous avec des imaginaires, sont vraiment basés sur ces récits originaux. Et ils ont beaucoup de place, en fait, dans notre réel, aujourd'hui, sans qu'on en soit vraiment conscient. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'animisme, on pourrait quasiment rattraper ça, sauf que c'est vrai que quelque part, l'individualisme, on va dire, a vraiment obturé finalement la vision. Enfin, c'est la manière dont je le vois, mais peut-être... rien que les éoliennes, c'est le dieu Éole du vent. Oui, bien sûr. Le dieu grec. C'est rigolo. Mais effectivement, avant d'avoir une multitude de déités, il y a eu de l'animisme. J'habitais dans le sud-est de la France et encore là, j'y suis allée cet été parce que je trouve le site merveilleux qui s'appelle la Vallée des Merveilles. Il y a 40 000 gravures rupestres. Et la dernière qui clôture le truc, elle est à 2004 ou 2800 mètres, c'est un sorcier qui est gravé dans la roche. Et donc, et tu imagines très bien les gars à ce moment-là qui sont en train peut-être de faire une cérémonie, peut-être sous champignons, parce que j'en ai trouvé en montant là-haut, peut-être, et en train d'invoquer peut-être la pluie, parce qu'au moment où ça pleut, ça remplit les lacs. Et ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé une thèse d'un anthropologue dans les années 80 qui disait, c'est marrant, parce que ce sorcier est le même au pays d'Ogon, au Mali. Et donc on a ce dieu de l'eau, qui est dieu des nuages et dieu par extension du vent. Et donc voilà, je me dis, l'animisme était déjà empreint un peu partout, on l'a complètement oublié. Et comme tu dis, ça se trouve que c'est dans nos racines, mais parce qu'il y a eu des couches et des recouches et des recouches, tu t'oublies. Comment on fait le lien entre l'entreprise, parce que là c'est un podcast sur le leadership, donc tu vois, entre l'entreprise et l'animisme, et le chamanisme, et ses récits. Alors ce qui est très banal, tu vois, par exemple chez les Touaregs, c'est très banal, on dit celui qui voit, vraiment voix qui chouffe, choifa, ou presque avec de la médiumnité, et celui qui va leader la caravane. Donc c'est-à-dire qu'il va voir un peu en avance et prendre normalement les bons chemins. On va pas se perdre dans le désert, on va pas se faire attaquer ou je sais pas trop quoi, ou on va pas mourir déshydraté. Donc il y a peut-être ça aussi à réintégrer, une notion un peu plus large. Je peux pas la nommer, je préfère dire large parce que voilà, il faut peut-être élargir nos perceptions et les notions qu'on a du business, mais finalement, avec le temps et avec les rencontres, je me rends compte qu'il y a beaucoup de grands patrons d'entreprises aujourd'hui en France qui sont quand même très spirituels, qui comprennent ces enjeux et qui se prêtent volontiers justement au jeu parfois. Ouais. Et pourtant, ils bougent pas. Je ne sais pas si eux bougent ou pas, j'en sais rien personnellement, mais les entreprises en France, on n'a pas l'impression qu'elles bougent. Quand tu reparles des ODD de l'ONU, elles bougent très lentement. Elles y vont. C'est lent. Elles y vont en cherchant à réduire l'empreinte carbone, tu vois. On est contraint à des BP à 3 ans, c'est très court 3 ans. Ouais. Sur des business, c'est tout de suite. C'est très long à faire changer un mindset. Hein. Et je pense que ça aurait sa place dans le RSE, mais pour aller plus loin, RSE et CODIR, ouais. Mais ouais, peut-être qu'il faut changer de business model, comme je te disais. Une ressource n'est plus une ressource et tu la mets dans la colonne partenaire. Et donc, si ça devient un partenaire, c'est quoi? Est-ce que tu fais une rétribution monétaire? Est-ce que tu protèges? Et donc, ça bascule dans le RSE. Il peut y avoir Est-ce que je change le discours de mon produit? Je pense que ça va et là, je vais revenir un peu sur un truc très... J'étais planner strat, donc très planning stratégique et plateforme de marque. Mais
peut-être que ça peut s'insérer justement du message, on va dire, du statement d'une marque jusqu'au produit final aujourd'hui. Si tant est qu'il y a un produit ou un service. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que dans ce que tu dis, mais je vais pousser le bouchon. Oui, vas-y. Mais le CEO devrait être le shaman corporate. Peut-être. Quelque part. Mais quelque part. Parce qu'en fait, c'est celui qui voit, non? Oui, il y a un visionnaire, Mais je pense qu'il y a plus de CEO qui pensent avoir peut-être du flair, et ça se trouve qu'ils ont au-delà du flair, mais qui pensent que ça reste du flair et c'est pas autre chose. Mais ça se trouve que c'est autre chose. Sauf que c'est un peu plus poussé que ça. Il y en a plein qui sont inconscients quand même. Il y en a plein qui sont inconscients, il y en a plein qui se rattachent aussi à nos éducations très normées. Même moi, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait de la tech. Donc, quand on m'a dit il y a des esprits, on va rentrer en transe, je fais oui, bien sûr. Je me rappelle très bien, j'ai dit à mon prof, à Rang Suk, je lui ai dit mais jamais je rentrerai en transe, et je suis partie en transe. Et je lui ai dit mot pour mot cette phrase. Et aujourd'hui, quand on me demande d'expliquer, je ne peux pas expliquer. Donc, ce qui est formidable, moi, je trouve, c'est que ça m'a permis de lâcher prise. Et c'est dur de lâcher prise, parce que ça, on le sait. Et de faire confiance à un truc que je ne connais pas. Donc, maintenant, je connais. Mais c'est vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, tu travailles avec des entreprises. Qu'est-ce qu'elles te demandent, en fait? Il y a un peu de tout. Alors, il y a des conférences sur l'animisme, justement, voilà. Il y a très peu d'entreprises, ça on en parle moins, mais il y a des entreprises qui sont bloquées sur des sites, sur des choses où j'interviens en tant que chaman avec un vrai culte, avec une cérémonie, qui comprennent que parfois il y a des sites qui sont très chargés et qu'il faut venir. C'est une réunion de copro, la transe. Tu viens parler à des esprits et tu mets tout le monde d'accord autour de la table. Donc moi je suis là en réunion de copro, bon toi t'as ok. Et ce qui est marrant, parce que j'ai retrouvé un ami d'enfance qui est origine indienne, et il me dit mais c'est tellement banal chez nous. Il me dit en Inde, tu fais venir quelqu'un avant d'ouvrir ton business, ta boutique, ton truc, et c'est d'une banalité totale. Et c'est vrai que c'est ça aussi à Bali, c'est ça en Asie du Sud-Est, c'est très banal. Ça l'est beaucoup moins ici. Et donc on me demande, mais c'est à tâtons. Et après, il y a un autre truc qui n'est pas chaman corporate, mais je me suis amusée à dire que peut-être que j'étais chaman for commodities, parce que je suis partie effectivement dans une ferme régénérative pour ritualiser des commodities. Donc là, il n'y avait pas de blé, mais il y avait du curcuma, il y avait des arbres fruitiers, il y avait un peu de tout. Et j'ai cru que ma demande allait être un peu dingue, mais en fait non, parce qu'on a travaillé avec le moine du village et avec le chaman du village, tous les trois, et apparemment faire ce qu'ils appellent, alors moi j'appelle ça une cérémonie, mais eux ils appellent ça une ordination, et ils font une ordination des forêts et des lieux comme ça. C'est très banal aussi, et t'as tout le monde qui se joint, généralement beaucoup de femmes, peu d'hommes, mais beaucoup de femmes se joignent au rite pour donner de la force, justement, et après on vient nouer des tissus autour des arbres pour les protéger, voilà. Donc c'est hyper banal. Mais quand je t'écoute, je me dis, il y a beaucoup de... Ou alors c'est moi qui ai une mauvaise compréhension, c'est possible aussi des gens qui sont en entreprise, mais il y en a plein qui doivent se dire, c'est perché, quoi, en fait. De se dire, attends, je vais la faire venir pour nettoyer un lieu, t'es là, ouais, ok. Non, il y en a. Alors ceux qui me demandent ça sont complètement ancrés, et ont des grosses entreprises. Donc, et ceux qui pensent que c'est perché, généralement, c'est le premier slide de la conférence. On se dit, oh là là, voilà, ça va être quoi? Et en fait, plus la conf passe, et plus... Non, j'ai des retours... justement, on pense que c'est perché, et en fait, on se rend compte que ça l'est pas du tout. Comment tu les rassures, justement? Avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est vrai, alors, il y a le parcours, je dis toujours, en fait, d'où je viens, mon parcours. Donc ça les rassure, parce qu'il y a une espèce de mirroring, en train de dire, t'es corpo, moi aussi je suis corpo. Donc voilà. De raconter aussi ce que j'en ai fait. Et après, alors là, quand on me laisse en roue libre, moi je pars sur l'OMPI, tu vois, je pars sur l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sur l'UNESCO, etc. Donc je raccroche sur des choses, si tu veux, qu'on connaît, des mots qu'on connaît, des institutions qu'on pignon sur rue, avec des problématiques qui nous touchent tous et toutes. Pas que le climat, mais dans notre quotidien ou dans un quotidien professionnel. Voilà. Et ça les rassure?
Je sais pas, après... Suffisamment en tout cas pour que... Écoute, pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs. Après, s'il y a des gens qui sont sceptiques, je suis heureuse aussi qu'il y ait des sceptiques. Ça lance les débats, ça permet d'échanger, et puis ça relie aussi certains. Là, j'avais fait une conférence et il y avait une dame qui venait du Togo ou du Bénin, berceau du vaudouisme, mais qui travaille dans une entreprise, très grande entreprise, et qui m'a dit, moi, vous m'avez relié à mon enfance, c'est la Madeleine de Proust, vous m'avez relié à tout un pan de ma vie que j'avais oublié. Donc c'est assez intéressant aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça justement chez les humains, même si tous les Occidentaux, c'est-à-dire en fait, comme on n'a plus trop de religion et que la sacrée a perdu beaucoup de place, on n'a plus de rites, on a très peu de rites à part l'enterrement et le mariage, éventuellement. Voire de rites de passage. Ouais, à quel moment tu deviens adulte? Il n'y a plus d'armée. C'est le permis de conduire, je ne sais pas très bien, ça veut dire quoi? Il y a le bac. Moi j'ai eu l'impression de devenir adulte à 40 ans, quasiment, tu vois, on faisait une vie jeune, quoi. Donc, Oui, non mais c'est vrai, on est moins formé qu'avant sur le rite de passage. On a plus tous ces trucs, et peut-être qu'il y a en fait un besoin sous-jacent, non dit, de ces rites, de ces croyances, et que finalement, quelque part, tu viens libérer quelque chose. Non, ça résonne, ça ou pas? Ça vient libérer, des choses. Les gens sont complètement décomplexés lorsque ils m'entendent parler, ou parce qu'ils vont revisionner une vidéo ou une conférence, ça les décomplexe. Et surtout, les femmes vont dire, ça va, je suis pas folle, ou même les hommes, parfois, ou c'est quelque chose que j'ai, mais que je n'en parle pas, on a l'impression d'être caché, etc. Et effectivement, on manque de rites de passage, donc on va devenir un homme aguerri sur certaines tribus parce que on part assez rapidement avec le chaman. On va aller dans la savane ou on va aller dans la jungle et il va nous arriver des choses. Ce qu'on fait moins, d'ailleurs, j'aurais adoré, par exemple, aujourd'hui parce que j'ai grandi en cité. J'aurais adoré, moi, prendre des jeunes de cité et les embarquer avec moi dans des tribus et leur faire passer des rites de passage. J'adorerais. Ça, c'est un truc, ça manque encore, je trouve, voilà. Et en revenant, tu vois, au développement personnel, j'ai pas d'urticaire autour de ça, mais ça peut aider certaines personnes, justement, c'est une voie douce pour s'ouvrir petit à petit sur des choses et des notions, en se disant, tiens, cette dame me raconte, ou ce monsieur me raconte son expérience personnelle, ça me permet de me rassurer, de m'engager après sur une autre lecture et un autre cheminement, ou même il y a des gens qui sautent le pas et qui font des stages et puis ils en parlent pas et c'est leur truc le week-end et puis ils s'ouvrent de cette manière-là, voilà. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, j'aurais dû la poser bien avant. Mais concrètement, ça veut dire quoi être chaman? Je veux dire, en dehors du fait que tu parles aux esprits, je veux dire, c'est quoi le rôle du chaman? Il y a deux définitions. La première définition qu'on va trouver va être classique, va être le chaman et l'intercesseur entre le monde du visible et de l'invisible. Voilà, c'est la réunion de copro. La réunion de copro. Donc je suis là, je rentre en transe. Souvent en anthropologie ou autre, on va dire qu'on rentre en transe au son du tambour et c'est ça qui nous fait partir en état de conscience modifié. Moi, je suis sur la foi. Donc du coup, je suis pas moins sur un état de conscience modifié. Donc moi, je crois dur comme fer à ce que je vois parce que je le vois, même si les autres le voient pas. Je rentre pas en transe au son du tambour. Je rentre en transe basta. En un claquement de doigts. Et avec le temps, j'ai une définition un peu plus complexe. Et je préfère dire que le chaman, donc même si c'est un mot qui vient effectivement de Mongolie, mais pour moi, un chaman va être un mot vraiment mainstream maintenant, et qui va dire c'est un prêtre archaïque animiste. Presbytéros, le prêtre, c'est l'ancien. Archaïque, archaïkos, c'est au commencement. Et animisme, je l'ai dit, c'est au souffle. C'est le souffle de vie au commencement que l'ancien maîtrisait, connaissait. Et quand on raconte ça, on se dit ça a du sens, parce que quand je suis dans le non-temps, dans mon récit cosmogonique, en fait, à chaque fois que je fais une cérémonie, je suis en train de rejouer en fait le récit de la création. Je suis en train de rejouer la création. Et pour accéder dans ce non-temps, parce que lorsque j'accède dans ce non-temps, j'accède à la connaissance des choses.
Et j'en reviens dans le visible avec la connaissance des choses et je sais pourquoi cette montagne est cette montagne, ou je sais pourquoi toi tu as ce problème et ce problème, etc., etc. Donc je pense que les chamans rejouent la création du monde perpétuellement dans une cérémonie. Qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent chamans aujourd'hui. Oui. À ce moment où tu vas donner 3 cachets de MDMA ou des champis à qui que ce soit. Oui, on a été voir un gars et on l'a suivi pendant 1 an. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance, en fait, parce que c'est devenu, en tout cas dans une certaine sphère, une tendance, mais qui vient répondre, je pense, à un mal-être profond dans la société. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mal-être profond dans la société occidentale, ça a été identifié, étudié, on parle de pandémie de santé mentale, donc voilà, c'est très clair, qui est très lié à la solitude, qui est très lié, je pense, à une disparition des religions aussi, disparition du sacré, disparition des rites de passage, etc. Donc voilà, on sait à peu près pourquoi on en est là aujourd'hui. En réponse à ça, on a soit des gens qui s'enterrent dans une forme d'individualisme forcené, soit des gens qui vont dans le sacré, ça peut être religieux, soit des gens qui vont effectivement soit dans le développement personnel, soit un peu plus loin avec des champis, des machins, des trucs. Et à l'intérieur de tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui disent mon chaman, ma chamane, je suis chaman. Et t'es là, tu mais t'es chaman de quoi précisément? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi être chaman? Si c'est juste pour donner des champis et que tu les achètes je sais pas où sur le darknet, tu vois. Ou tu vas en Suisse. T'es chaman comme moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense qu'il y a un côté un peu hiérarchique où la notion d'être chaman, c'est, je sais pas, on a l'impression qu'il y a un truc, on a gagné du galon. Il doit y avoir de ça, j'en sais rien. Alors que moi, je me dis, 1 matin sur 2, que j'aimerais avoir une vie normale. Mais en même temps, 1 matin sur 2, je me dis, je le fais dans le bon sens et je suis contente de le faire comme ça. La deuxième chose, c'est que je pense effectivement il y a une vraie perte de sens ou de connexion. Donc on essaye de se rattraper comme on veut. On va à fond sur des voies en se disant que c'est la bonne et que ça nous fait du bien. Donc voilà, mais que c'est qu'une tendance. Donc comme toutes les tendances, à un moment donné, on va avoir un pic et ça va retomber. Ça sera autre chose peut-être dans 20 ans. Et puis, comme dans les années 60 sont revenus, tu vois, voilà, peut-être que dans 60, 80, 100 ans, on aura, parce que c'est une éternelle mode, voilà. Mais après, ça dépend comment on conduit les choses. Moi, je les conduis, j'essaie d'être très claire dans ce que je fais, c'est que chaman, c'est pas un job, clair et net. Moi, j'ai un job à côté, hein, j'ai des missions, je fais des conférences, j'ai créé des bouquins, j'ai créé cette marque qui s'appelle Beau. Donc voilà, ça c'est mon job. Chaman, on est plus sur, j'apporte un service cultuel. Donc ça c'est, je mets volontairement des mots comme ça parce qu'on est dans un pays laïque, qu'il faut faire avec le cadre dans lequel on est, que il y a la mivilude, donc oui ça existe et oui il y a des gens qui à un moment donné aussi ont des faiblesses psychologiques, donc il faut faire attention à tout ça. Et que moi je suis là pour faire un service cultuel, donc un service spirituel et pas psychologique. Donc il faut déjà faire la part des choses. Et dans le service cultuel, tu vas avoir le service cultuel public, donc c'est les grands rassemblements du solstice où les gens viennent et font des dons, ils donnent ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de rien me donner, ils me donnent rien. S'ils ont envie de me donner 10 euros, ils me donnent 10 euros, 100 euros, etc. Et après, tu as des entretiens. Et là aussi, c'est pas un tarif, c'est une participation. Et la participation, ça veut dire que je donne à titre indicatif un tarif, mais si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez envie de donner plus, voilà. Et je pense que aujourd'hui, c'est dévoyé parce que derrière, on se dit qu'il y a peut-être une manne financière ou il y a peut-être un petit mini BP. D'ailleurs, ça m'a choqué le jour où j'ai vu on peut s'inscrire à l'URSSAF et on peut s'inscrire en tant que chaman sorcier. Mais non. Donc moi, si tu veux, en tant que... parce que c'est ma religion et ça coule dans mes veines et je serai chaman toute ma vie jusqu'à ma mort et je fais des services cultuels sur don, je n'imagine pas, à un moment donné, payer un impôt sur mon culte. Mais en même temps, mon culte n'est pas reconnu par le bureau des cultes, qui est au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est très compliqué, voilà. Donc c'est pour moi, c'est pas un job. J'ai mes activités à côté, et il y en a pour qui c'est très lucratif. Donc à partir du moment où c'est lucratif, c'est un job. Et donc j'imagine que pour moi, c'est moins, il y a moins de crédibilité si chaman devient un job derrière. Mmh.
comprends. Tu disais tout à l'heure, tu parlais beaucoup des femmes. Est-ce que c'est genré, l'attrait? Parce qu'il y a Mona Chollet qui a beaucoup libéré... sur les sorcières. Voilà, sur les sorcières, bien sûr. Est-ce que les femmes, j'aime pas trop genrer, mais pour le coup, moi, mais est-ce que les femmes sont plus sensibles, pour XY raison, à un discours autour du chamanisme ou... Peut-être, en Occident peut-être, à l'époque 2023 peut-être moins avant, parce que tu vois, ceux qui tenaient les cultes et les rites en Égypte antique, c'était des hommes. Période. Est-ce que c'est genré? En Mongolie, on a des femmes, des hommes qui sont chamanes. Moi, j'ai vu des femmes chamanes et c'est leur mari qui les assiste. Et puis, tu as par exemple en Corée et au Japon, ce ne sont que des femmes, ou ailleurs, ça va être que des hommes. Et sur les sorcières, en revanche, parce que j'ai toujours parfois cette réflexion qui me dit, chaman, c'est un peu comme les sorcières. Non. Les chamans font la chasse aux sorcières au Népal. D'ailleurs, il y a une loi qui est passée il n'y a pas si longtemps pour demander aux chamans du Népal d'arrêter d'être sexistes parce que les sorcières sont toujours des femmes et les chamans sont toujours des hommes et il y a une vraie chasse aux sorcières qui existe encore. Ah ouais. Donc une loi est passée, ouais. Et puis, je sais plus, j'avais remonté le truc, le point sur Instagram, et il y a d'autres pays où voilà, il y avait cette dichotomie. Mais pourquoi ils font la chasse aux sorcières? Ils considèrent que c'est un esprit mauvais et que vient déranger le travail du chaman. C'est une sorte de compétition, c'est de la concurrence déloyale. Oui, il y a de la compète dans le chamanisme, entre tribus, ça, partout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui nous écoutent, qui sont... si ce ne sont des CEO, au moins des cadres exécutifs, etc., dans des boîtes, et qui t'écoutent et ils disent qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de dire qu'à un moment donné, les choses peuvent être très rationnelles. Même si on parle de spiritualité ou de chamanisme, il faut le prendre de son côté très rationnel, en se disant que... la vision globale, c'est l'animisme, et que de cet animisme, il faut gonfler les rangs de ces 5%. Pour moi, c'est toujours vraiment, ça j'essaie de revenir là-dessus, mais c'est vraiment de gonfler les rangs de ces 5%. Et pour les gonfler, oui, il y a plein de solutions techniques, etc. Oui, je pourrais utiliser des savoirs ancestraux, mais utiliser les savoirs ancestraux tout seul, c'est les dépouiller. Donc du coup, on est sur l'appropriation culturelle, et du coup, on comprend pas. Et si on comprend pas d'où on vient, encore une fois. Tu vois, je retombe un peu sur mes pieds. Donc ouais, si on veut comprendre l'état du monde vraiment jusqu'au bout. J'ai presque envie de prendre parfois les corpos et faire comme sur France 2, et de les emmener dans des tribus et de vivre ces expériences en dehors du cadre. Si on n'arrive pas à le faire dans le cadre, des fois il faut sortir justement de sa zone de confort et de faire un pas de côté. Mais c'est marrant parce que quand tu dis on peut aborder l'invisible de manière rationnelle, la phrase en elle-même, elle est un peu étrange, bizarre, tu vois. C'est chelou, je sais. Mais c'est parce que je pense que ça fait tellement longtemps que je fais des trans, des cérémonies, je rentre en transe, j'ai plein de multiples cas, et que à force de me dire mais non, ça n'existe pas, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois et je le vois, du coup je le crois, et que y a plein de choses que je connais pas, et quand je les rapporte, on me dit oui, c'est vrai. Que pour moi, c'est devenu un monde réel, rationnel de tous les jours. Mais c'est très difficile d'embarquer les gens qui ne le voient pas, et ça, j'en ai conscience. Et c'est vrai que ce qui est étrange aussi, c'est que il y a un certain nombre de pays, tu as fait référence, que ce soit l'Inde, en Asie du Sud-Est, etc., il y a plein de choses. Le Japon, où c'est normal. Total. C'est totalement classique. Et en France, mais j'imagine aux États-Unis, c'est pareil, donc Occident... Les États-Unis, un peu plus... Sur le culte, ils sont pas organisés comme nous, donc ils sont un peu plus smooth. D'ailleurs, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs, parce que c'est plus smooth. Mais nous, en tout cas, en France, on est assez fermé. On est tellement un pays laïque qu'aujourd'hui, on le voit avec la rentrée, avec le problème de la baya, avec tout le retentissement qu'il y a derrière. C'est chaque petit sujet autour de la spiritualité, c'est soit on en rigole, soit c'est un sujet qui est porté aux venteurs. Soit il y a la mivilude, non, c'est compliqué. Et, pour un sujet comme l'animisme, et que ça soit complètement démocratisé, qu'on soit complètement à l'aise avec ce sujet, il faudrait qu'il soit porté par, pas que moi, par un Philippe Descola, il faudrait que ce soit, il faudrait que le bureau des cultes m'écoute, par exemple. J'en sais rien. Non, il faut engager des dialogues, c'est ça, à des différents niveaux, du corporate, à du politique,
Est-ce que tu penses qu'on aurait intérêt, quand on est corporate, mais peut-être pourquoi pas politique, à faire venir des peuples autochtones pour apprendre de ce qu'ils ont à dire? Ouais. Et même pas que ça, c'est les mettre une année, et c'est d'ailleurs, je commence à construire une boîte de conseils autour de ça. C'est comment j'arrive à faire venir, et j'aimerais bien faire un use case avec Rang Suk, donc mon professeur qui est un peu activiste. Et c'est pas que le faire intervenir sur une scène et dire merci Rang Suk, vous êtes venu, vous avez pris l'avion, vous avez parlé avec nous pendant 2 heures, voilà. Le faire intervenir au CODIR. Donc le faire intervenir longtemps, de séquencer, voilà. C'est pas des gens qui ont l'habitude du corporate du tout. Oui, mais alors du tout, c'est des gens qui vivent, voilà, une Ketouya, elle a 4 camps, 1 camp par saison. Il y a plein de choses. Moi, quand je suis là-bas, j'apprends pas le chamanisme, j'apprends à vivre comme eux. Donc, je m'occupe des chevaux, je vais traire les vaches, je vais réparer les clôtures, je vais faire à manger pour les hommes, parce que les hommes savent tout faire, ils font à manger, ils réparent le moteur de la bagnole, donc voilà. Et non, je pense que c'est intéressant de faire des croisements comme ça et de les immerger, pas de ponctuellement sur une conf, mais par exemple, comme tu te rappelles cette tendance où on avait dit, OK, tous les moins de 25, on les faut au CODIR, les grands groupes, les moins de 30. Shadow Comex. Les Shadow Comex. Je pense qu'il faut initier ça. Il faut initier un espèce de Shadow Comex, mais avec des personnes. Ils le font bien à l'UN, ça siège, avec des questions stratégiques, politiques. Ça parle de décarbonisation, de droits intellectuels, de propriété intellectuelle. Je pense que oui, on peut les amener et les accompagner justement à prendre position. Et je pense que la société que j'essaie de construire, le conseil, qui s'appelle Anima, c'est comment j'arrive à placer par exemple un Rang Suk de manière pérenne sur 12 mois, ou même sur 6 mois, tu vois, pérenne, c'est court, tu vas me dire 6 mois, mais bon, pour lui, ça va être long. Ouais, c'est ça, parce que ça veut dire qu'il reste ici pendant 6 mois. À voir comment ça s'organise. Pour l'instant, j'aimerais bien construire le use case. Et toi, lui, il est très au fait, justement, de l'industrie minière. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas intervenir, j'en sais rien, moi, avec une société française, bon, alors, par exemple, pourquoi pas? Il faut ouvrir à un moment donné le dialogue, parce que sinon, si le dialogue est fermé et on est toujours en train de se casser la gueule, ça ne va pas le faire. Mais ça pourrait être, je sais pas, une société française qui se dit demain je fais du tout électrique en trottinette et moi mon électrique qui vient du minerai rare ou je sais pas trop, peut-être que j'ai dit n'importe quoi, désolé, mais il vient voilà de Mongolie où je fais du cachemire et pardon pour le micro et je sais pas, il faut je suis Chanel, je fais du cachemire, mon cachemire il vient pas que d'Europe mais il vient de Mongolie, on en a parlé avant et en fait il y a une vraie problématique avec les chèvres donc qui vont arracher les herbes et puis ça crée des tempêtes de sable jusqu'à Pékin et il y a aussi tout le culte qu'il y a autour du chamanisme. Donc comment j'arrive à distiller par exemple ça pour Chanel? Ça pourrait être un use case. Ce qui est, voilà. Et je pense que ça va s'ouvrir. Là, il y a le pape qui arrive en Mongolie là dans quelques jours ou semaines d'ailleurs pour voir les chamans. Ah. Voilà. Donc, et c'est la reconnaissance justement des savoirs et des expressions culturelles dans leur ensemble. Donc non, il faudrait que quelqu'un ait assez de... J'ai pas envie de dire illuminé, quelqu'un qui ait du cran. Voilà. Ce qui serait encore plus courageux, c'est que plutôt que de faire venir cet homme en France, etc., ça serait de faire l'inverse. On fait les deux. Ou les deux. Ouais. Mais de faire bouger le CODIR. Parce que ça serait... Enfin, j'ai l'impression que ça serait, dans ce que tu décris, un petit peu comme Voyage en terre inconnue, tu vois. C'est vraiment ça. Ouais. Où tu les fais venir. Parce qu'en fait, je pense que ça... Même si, d'une certaine manière, tu peux te dire, bah oui, mais ça marche dans son milieu, mais dans le nôtre, ça marcherait pas. Je trouve que c'est quand même plus puissant de voir un chaman dans son... J'allais dire son habitat naturel, ça veut rien dire, c'est pas un animal. Mais dans son environnement et comment il deal avec la faune et la flore, les interactions. Bah oui, non. Effectivement, c'est toujours intéressant d'emmener des membres Comex, CODIR, etc. dans un environnement qui n'est pas du tout le leur. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une vraie leçon. Mais en même temps, si j'emmène Rang Suk, par exemple, dans un Comex ou un CODIR, comme j'ai un côté très corpo,
ça sera encadré. Ouais. Il va y avoir forcément des comptes rendus. Enfin, voilà, je l'imagine. On étudie d'abord le terrain, on va resizer sur ce qu'on veut faire sur le terrain. Ça va être monitoré, voilà. Et c'est suivi avec, par contre, ce chaman, Rangsouk ou peut-être Enketuya. Mais je peux pas lâcher quelqu'un qui n'a pas l'habitude, effectivement, de parler avec des gens qui sont dans un milieu occidental et corporate. Le dialogue va pas se faire. Donc ça doit s'accompagner. Tu te rappelles, on avait vécu la transformation digitale en 2008 dans les agences, on appelait ça le tout 360. Ouais, je me souviens bien. Ouais. On était vraiment dans le tout 360 et voilà. Et pareil, parce que j'avais travaillé chez SFR, on appelait le tout bundle. On essayait de faire acheter aux familles l'ensemble, téléphonie mobile, télé. Voilà, on a le même parcours. Et voilà. Et je pense que ça s'est accompagné, cette transformation. Et là, c'est pareil, on accompagne le mindset et toute transformation ou transition est toujours un accompagnement aussi humain. Et ça pourrait servir à quoi, par exemple, un chaman dans un codir? C'est-à-dire que ça pourrait les aider à... Tu vois les choses, je pense, différemment, sous un autre angle, avec plus de conscience, à trouver peut-être des solutions que tu n'aurais pas trouvées. Peut-être c'est, à un moment donné, brainstormer et faire des workshops, tu vois, où avec des angles, tu n'aurais pas pris des idées que tu n'aurais pas eues. Se dire, attends, elle m'a posé ça comme contrainte, l'animisme, comment je fais, voilà, et c'était d'ailleurs Luzi, qui disait comment on réinvente nos business models de demain, et c'est peut-être ça, c'est peut-être un BP rétribué, un BP animé, je sais pas le mot qu'il faudrait lui donner, mais c'est peut-être réinventer, si quelqu'un est chaud pour, je sais pas, pour se lancer, pourquoi pas. Non, mais c'est fou, parce qu'en fait, c'est une telle ouverture et en même temps c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de... Et en fait ce qui est marrant c'est que toi tu fais quasiment le pont entre deux mondes, enfin j'exagère un peu, mais qu'on a toujours eu mais qu'on a perdu d'une certaine manière. Je pense que vraiment j'ai cette conviction que ce pont avec le sacré, avec les rites, etc., on l'a toujours eu et il est là en sous-jacent dans notre culture, mais sous-jacent quoi. Mais regarde, FFC avec qui j'ai discuté, donc FFC qui est ce fameux petit logo avec l'arbre qu'on retrouve partout dans le monde, sur les papiers toilettes, sur les tickets de caisse, qui gère Forest Stewardship Council, qui gère les forêts partout dans le monde, et ils ont une filiale qui s'appelle FFC Indigenous. Et donc c'est au Panama. Et c'est l'idée que par des gens qui appartiennent à des tribus ou des peuples autochtones. Mais quand je fais des visios avec eux, ils sont habillés comme toi et moi. Donc c'est possible. Et je pense que c'est beaucoup plus possible d'ailleurs. Je pense que ça doit se trouver. J'ai plein d'exemples, mais qui me manquent là parce que... Mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qui sont faites au Costa Rica, il y a pas mal de choses qui sont faites dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Et ils sont beaucoup plus... on va dire, détendu avec ces questions-là et de faire les mélanges des genres, parce que pour eux, il y en a même, ça va jusqu'à changer la constitution d'un pays ou rajouter des textes de loi. Et c'est pour ça que Bolsonaro, il a voulu les détruire, tu penses ? La course à la ressource, ouais, le lobby, l'argent qu'on peut se faire, la magne... la terre étant un asset capitalistique pour certains, oui, ça vaut rien pour certains. Mais il a peut-être voulu les détruire parce que justement qu'ils aient plus voix au chapitre. Tu vois, qu'ils puissent pas justement intervenir, agir. Oui, on essaye de bâillonner. Il en a tué quand même quelques-uns, quoi. Ouais. Enfin, des tribus entières en réalité, pas juste. Ouais. Oui, il y en a beaucoup en souffrance, ouais. Ouais, enfin, en tout cas au Brésil, je connais beaucoup moins la situation. En Europe, on a les Samis en ce moment, qui sont en Suède, qui sont en train de protester. Alors, je vais pas dire de bêtises, je sais plus pour quelle chose, est-ce que c'est un pipeline encore une fois ou pas, qui doit passer sur leur territoire, qui sont les Samis, des éleveurs de rennes, tout comme les Tsatanes, et qui vivent encore de manière traditionnelle, qui ont leur culte, leur chant, leur rite. Et qui veulent faire perdurer ça. Et toi, c'est aux portes de chez nous. On prend pour aller... à Stockholm. J'en ai jamais entendu parler. Voilà, les Samis. Non, c'est magnifique, ouais. Et c'est des très jeunes qui militent d'ailleurs, très très jeunes, des nanas qui ont 20 ans et qui se postent devant le ministère de l'écologie et de la transition. Ouais. Intéressant. Merci beaucoup Céline pour cette ouverture. Non, merci pour toutes ces questions.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et de vous être ouverte à ces sujets. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode, dans 2 semaines a priori.